Dans tout mon travail, j'ai toujours cherché à à faire rigoler, mais sur un sujet profond qui soit vraiment un sujet. Sinon, je m'ennuie. Et c'est vrai que personne ne voulait faire ce film. Il était trop original. Personne ne voulait faire de film sur le Moyen-Âge. Quand je pars en vacances, je vais plutôt dans les musées en vacances que sur les bords des plages où je m'emmerde. Je sais pas quoi foutre à part de bouquiner. Il faut s'occuper l'esprit, il faut faire des choses. Il faut faire des choses avec ses mains, il faut faire des choses avec ses pieds. Et voilà. La masturbation n'est pas suffisante, ça dure pas assez longtemps. Je pense que je vais mourir en ne connaissant pas le pourquoi du comment. Raconte, s'écoute, se lit et se regarde. Raconte la rencontre. Bonjour Jean-Marie Poiret. Bonjour. Bienvenue sur Raconte. Est-ce que je pourrais vous demander de vous présenter à quelqu'un qui ne vous connaîtrait pas? Comment vous présentez? C'est compliqué parce que j'ai beaucoup de vie. J'ai eu beaucoup de vie. Voilà, je suis surtout un auteur. Auteur de films, principalement. Accessoirement, j'ai écrit mes souvenirs, qui s'appelle Rire est une fête, chez Michel Lafon, qui raconte un peu les dessous de mes films, un peu les secrets, et un petit peu les scandales, et un petit peu tout ce qui est marrant autour des films. J'ai aussi été, dans une vie antérieure, chanteur, espion soviétique, et puis, à l'occasion, je fais de la peinture comme un hobby. Voilà. Et donc, j'ai eu une vie assez chargée, en fait. Eh bien, on va retourner sur celle-ci. Avant ça, juste pour contextualiser, où nous nous trouvons actuellement? En ce moment, vous êtes dans ma bibliothèque à Bruxelles, où j'habite. Et j'habite ici depuis quelques années, plus d'une dizaine d'années. Et d'ailleurs, depuis, je suis devenu citoyen belge. Voilà. On voit que vous êtes entouré de livres et aussi d'objets de souvenirs. C'est une vraie collection ici, c'est presque muséal. J'aime énormément lire. En fait, je crois que je dois beaucoup à la lecture. Quand j'étais petit garçon, je devais avoir quoi? J'avais une marraine qui était une star de cinéma, Marie Déa, qui était la vedette des Visiteurs du soir, par exemple. Et c'était une femme qui, comme beaucoup d'acteurs, c'est une vie difficile. Donc par moments, elle travaillait, elle avait des sous, par moments, elle n'en avait pas. Mais chaque fois qu'elle avait des sous, elle me faisait des cadeaux magnifiques. Et un jour, on a sonné à la porte. Puis il y avait deux gaillards énormes avec plein de colis. On dit, je pensais que c'était pour ma famille, évidemment, mais on dit Jean-Marie Poiret. Je dis, c'est moi. Ben, écoutez, c'est pour vous, signez là. Et puis, il m'amène plein de cartons. Et en fait, elle m'avait acheté toute la bibliothèque verte, qui était une collection qui existait à l'époque pour les enfants, dans laquelle il y avait tous les romans, parfois un petit peu simplifiés. C'était pas forcément livre complètement, mais en tout cas, ça m'a plu énormément. Je me suis mis à lire comme un malade, et j'ai toujours lu. Voilà. Et lire est important parce que c'est ce qui vous donne l'imagination. En fait, quand on regarde un film, on est passif. Le metteur en scène vous impose son imaginaire. Quand on lit, il faut faire une partie du trajet pour arriver vers l'auteur. Donc, si on vous dit une très belle maison, c'est la maison que vous avez en tête. Une très jolie femme, c'est la femme dont vous rêvez. Donc, ça vous oblige à faire bouger le cerveau. Et ça m'a donc donné une imagination qui m'a permis après d'inventer des histoires, des scénarios. Et voilà, donc j'adore la lecture. Il n'y a pas une journée où je ne lis pas. Voilà.
J'aimerais vous proposer quelque chose, avec un sujet que vous connaissez bien, le voyage dans le temps. On vient déjà un peu de le faire, mais de remonter dans le temps, dans les couloirs du temps. Vous êtes d'accord? Ah oui, 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 on fait ce que vous voulez, surtout. Eh bien, allons-y. Quel était votre premier souvenir de cinéma? Mon premier souvenir au cinéma était assez effrayant parce que j'avais... mon père était producteur de films et la première fois que j'ai été voir un tournage, ça a été absolument épique. C'était un film qui s'appelait Les Révoltés de Lomanac, avec une vedette très importante de l'époque qui s'appelait Danny Robin, et un acteur italien très connu en Italie, un peu un Clark Gable italien qui s'appelait Amedeo Nazzari. Et alors déjà, à l'époque, les caravanes, c'était pas des mobile homes comme aujourd'hui, c'était des vraies caravanes de saltimbanque. Des vraies roulottes en bois. En bois, qu'on amenait avec un cheval, etc. Bon. La première, on est sorti, la première chose que j'ai vue, c'est une bouteille de whisky qui traversait une fenêtre. Et donc, parce que Amedeo Nazzari en avait marre d'attendre. Donc, il était ivre-mort, et il avait piqué une colère, il avait jeté donc, on s'est pris une bouteille de whisky dans la gueule. Et puis après, ça s'est passé encore plus mal, parce que il y avait une charge de cavalerie, et je vais vous apprendre quelque chose, mais dans les charges de cavalerie au cinéma, en fait, on envoie les chevaux d'un côté, et puis on les envoie de l'autre. En fait, ils ne se rencontrent jamais. Et à un point dit, ils se mettent à faire ils cabrent les chevaux, ils font les trucs dans tous les sens. Et la caméra qui est sur le côté, en fait, donne l'illusion d'optique que les gens se rencontrent. Mais là, il y avait un commandant de la gendarmerie assez borné qui avait dit à l'assistant du film, vous n'avez pas à donner les ordres c'était les gendarmes qui faisaient les deux côtés. Il y avait les chouans d'un côté, les révolutionnaires de l'autre, mais c'était tous des gendarmes. Et donc, il a dit, c'est à moi de donner les ordres. Alors, on lui a expliqué ce principe, et donc il est allé voir les gens, il leur a dit, vous allez à droite, il est allé de l'autre côté, il a dit, vous allez à gauche. Donc, cet abruti a simplement fait une vraie charge. C'est-à-dire que ils sont tous partis au triple galop, avec les lances, les sabres, et il s'est passé ce qui se passe dans une vraie charge, c'est-à-dire un désastre. En fait, il y a eu des blessés très graves, il y a même un cheval qui est mort, je crois, dans la bagarre. Ça a été, bon, un désastre absolu. Il y avait du sang partout, c'était une horreur. Et donc, pour le coup, c'était plus du cinéma. Ma mère m'a dit, viens, on s'en va. Donc, on avait peur que je sois très impressionné. Je ne l'étais pas plus que ça, d'ailleurs, parce que quand on est gosse, on relativise beaucoup ces choses. En fait, quand on est gosse, on voit la vie au cinéma, en fait. Tout est un film. Donc, je regardais assez fasciné ce qui se passait. Mais en fait, donc, ma première journée de cinéma a été un désastre absolu. Et vous aviez quel âge, plus ou moins? Oh, je devais avoir 9 ans, 9 ans, peut-être 8 ans. Ok. Toujours pour aller dans ces fameux couloirs du temps, si vous devriez retourner à une époque, soit que vous avez connue, ou une époque plus lointaine, ou même futuriste, vous iriez où? Oh, j'aurais l'embarras du choix, parce que je suis tellement curieux de toutes les époques que j'aurais du mal à choisir. Je crois que j'aimerais bien le XVIIIe siècle, qui est un sommet de la civilisation. Les Lumières. Et donc, quand même, des beaux costumes, des beaux endroits. C'est quand même un moment où un pic de la civilisation occidentale. Voilà. Évidemment, j'aimerais beaucoup aller dans le futur. Parce qu'il y a des tas de questions que je me pose, que tout le monde se pose, et je pense qu'elles auront forcément un jour une réponse. Donc, j'aimerais bien
comprendre comment ça se passe, en fait. Voilà. Comment l'univers se passe. En réalité, quand même, le monde a changé il y a 100 ans, à peine, en fait. Einstein a donné un regard sur le monde qui a totalement modifié, en fait, l'ensemble de nos connaissances. Et donc, je dois dire que je pense que je vais mourir en ne connaissant pas le pourquoi du comment. Et je pense souvent d'ailleurs à ça parce que c'est vrai que d'écrire les couloirs du temps, ou même, même le premier visiteur, c'est parce que j'ai toujours été très, très à la fois attiré par l'histoire et par les interrogations de l'histoire. Et donc, j'ai toujours rêvé, par exemple, du moment où quelqu'un pourrait expliquer à Newton pourquoi il s'est trompé, ou à Galilée. Je crois qu'il serait absolument bouleversé de voir les navettes spatiales, les choses d'aujourd'hui. Donc, c'est vrai que, enfin, moi, j'ai pris le contre-courant, parce que quand j'ai fait Les Visiteurs, évidemment, je voulais faire un film qui soit une comédie, et donc, je raconte l'histoire avec le petit côté de la lorgnette, le côté amusant, justement, ce qui ne va pas. Mais je suis aussi intéressé par ce qui va bien et ce qui est intéressant. Raconte la forme avec le fond. En parlant d'histoire, plusieurs de vos films se passent dans des périodes assez dures, assez troubles, le Moyen-Âge, Paris sous occupation dans Papy fait de la résistance, et pourtant on se marre du début à la fin. Que c'est un pied de nez à l'histoire, en quelque sorte, pour vous qui êtes né juste à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale? Vous savez, je crois que l'important dans un film, c'est de ne pas s'ennuyer. Et donc, évidemment, les intrigues doivent être intenses. Et je crois que c'est valable pour la comédie. C'est-à-dire que moi, je dis toujours, par exemple, que mes films pourraient se raconter sur un mode dramatique. Je fais des films qui sont drôles, en tout cas j'espère, qui sont drôles, et ça a été confirmé, hein, je pense. Et ils ont amusé un certain nombre de personnes. Mais je dis toujours, avec les auteurs avec qui je travaille, que ce soit Christian Clavier, Balasco, même quand c'était Audiard ou Robert Lamoureux, j'ai toujours pensé qu'il fallait avoir une base solide pour après la dégrader, c'est-à-dire parler quand même d'un sujet, voilà. Et j'aime en particulier les périodes troublées, évidemment, qui permettent des rebondissements, des coups de théâtre, et qui donnent du danger. Et j'y tiens beaucoup. Par exemple, quand j'ai écrit La 7e compagnie avec Robert Lamoureux, sur un sujet qui était un sujet de Robert Lamoureux, il avait évidemment sa vision, et elle est tout à fait remarquable, et ce film était très réussi. Mais je me souviens d'une discussion qu'on avait eue, parce qu'à un moment donné, j'ai dit, on était à ces moments où on cherche un peu les choses et où aussi on les critique un peu. Et je lui ai expliqué un peu mon angoisse. J'ai dit, mais je trouve qu'on est un petit peu trop gentillet. J'ai dit, il faudrait qu'on fasse une scène dans laquelle on remette la réalité du moment en place. Et je lui propose une scène dans laquelle des Allemands ont tué un soldat qui s'est évadé, et il le ramène, il le jette par terre, et il dit, et il était horrifié. Il m'a dit, mais on peut pas, dans une comédie, ça va plomber tout. Et j'ai dit, non, Robert, c'est le contraire. C'est le contraire, il faut tendre, et on va avoir du gain de rire, parce que brusquement, les gens vont être tendus. Ça m'est arrivé plusieurs fois, ça m'est arrivé avec Lautner, dans Quelques messieurs trop tranquilles, où on avait une scène de cimetière, et où j'avais trouvé, j'avais proposé, j'étais arrivé avec mes notes, et j'avais dit, voilà, à un moment donné, il rentre dans un caveau, et puis mais il y a un cercueil qui a été bréché, et puis on voit un cadavre à moitié décomposé dedans. Bon. Et il m'avait dit, c'est horrible, on ne peut pas faire ça. J'ai dit, bon. Et j'ai dit, si, parce que ça retend, ça
c'est comme je sais pas, les nerfs, il faut les tendre aussi dans les comédies. Voilà. Et c'est très payant. Parce que, une fois que, et d'ailleurs, je me souviens dans cette scène du cimetière, il y a un gag que je n'ai pas écrit, en fait, mais Jean Lefebvre a trébuché sur une espèce de petite pierre, je sais pas quoi. Il a failli se casser la gueule et il a dit merde. Bon, pas une réplique étourdissante. C'était un rire gigantesque parce que en fait, les gens étaient tellement tendus que cet élément les a détendus. De la même façon que je me souviens d'une discussion que j'avais eue avec le Splendide pendant Le Père Noël est une ordure, où j'avais insisté pour qu'on développe le rôle que jouait Clavier, d'ailleurs. Peut-être c'est une des raisons de notre amitié, c'est que je me suis beaucoup intéressé à ce rôle, et je voulais le développer. J'avais beaucoup d'amis travestis, et je trouvais un peu succinct le personnage travesti dans la pièce, et donc je voulais lui donner une profondeur humaine. Je voulais même qu'elle ait un moment d'émotion. Et ça avait été une discussion terrible avec les auteurs de la pièce, Junio, l'Ermite et tutti quanti. Évidemment, Clavier était de mon côté parce que ça développait son rôle, il était absolument enchanté. Mais les hommes m'ont dit « Oh mais non, ça va, on n'a pas besoin de mettre de l'émotion, ça va plomber. » Et j'ai beaucoup insisté, et finalement, il y avait une réplique de Marianne Chazelle, Zézette, qui crie « Elle achetait sa moumoute dans les huîtres ». Bon, cette réplique marrante, mais faisait un tabac, parce que un rire fantastique, parce que ce rire soulageait de l'émotion sous-jacente. Et donc, moi, dans tout mon travail, j'ai toujours cherché à faire rigoler, mais sur un sujet profond qui soit vraiment un sujet. Sinon, je m'ennuie. Et je crois que... vous savez, j'ai eu la chance que mes films aient une longévité incroyable. C'est quand même fantastique de voir qu'ils passent encore à la télé, des films qui ont 40 ans, certains ont 50 ans. Mais la raison, c'est que de cette longévité, c'est justement qu'en réalité... Je dis pas qu'ils ont une profondeur, parce que je ne pense pas faire œuvre de philosophie. Mais par contre, il y a une histoire, elle est sérieuse. C'est pas du gag pour le gag, c'est pas l'humour du moment qui m'a toujours, moi, un peu gavé, en fait. Il y a toujours eu des comédies qui étaient un peu superficielles, un peu légères, comme ça. D'ailleurs, souvent assez vilaines. J'ai toujours insisté pour avoir de grands techniciens, des costumes authentiques, des décors magnifiques, des chefs opérateurs qui font des lumières extraordinaires. J'ai toujours voulu qu'on traite la comédie comme les grands films. Et alors ça paraît prétentieux ce jeu, parce que c'est pas forcément moi. J'ai appris ça car j'étais l'assistant de Gérard Houry. Et ça m'épatait beaucoup. Gérard Houry est un homme qui m'a énormément épaté, parce que, justement, je le voyais insister auprès des producteurs, qui évidemment résistent, parce que c'est du pognon, tout ça. Donc ils ont pas envie, ils veulent faire des économies. Et donc, je le voyais vouloir qu'on traite les comédies avec le même luxe et la même attention que les grands films de genre, les grandes romances, les grands films historiques. Et en faisant Les Visiteurs, qui est une comédie, je fais quand même un grand film historique. Donc je veux aussi des costumes, je veux des décors, ce qui était le cas de Papy, on a des décors absolument splendides. Donc pour moi, ça fait partie du spectacle, et je crois que ça améliore la comédie. D'ailleurs, vous le dites, Les Visiteurs, quand vous avez présenté le projet, personne n'en voulait. Donc chez les producteurs, vous avez dû vous battre pour imposer le sujet, la thématique. Est-ce que monter un film, c'est un peu un sport de combat, en fait? Alors, monter des films, je le raconte dans Rire est une fête,
mon livre de souvenirs, les gens sont surpris parce que ils s'aperçoivent que c'est pas aussi rose le cinéma que ça ne semble. C'est-à-dire que c'est de l'argent, c'est une industrie, ce sont des enjeux. Des négociations très dures aussi avec les producteurs. Des négociations difficiles. Et donc, d'une certaine façon, il faut se bagarrer. Et peut-être que d'ailleurs aujourd'hui, je ne fais plus de films, j'en fais peu, j'en ai fait, j'ai pas tourné depuis longtemps. Peut-être j'ai plus l'énergie qu'on a quand on est jeune et où on est prêt à se bagarrer. Donc, moi, je me suis énormément bagarré pour les films, pour justement qu'ils soient à la hauteur de la vision que je pouvais avoir, et ça ne plaisait pas à tout le monde. Et puis, je dois aussi dire que peut-être j'ai un imaginaire farfelu, mais je me suis toujours laissé aller à mon imagination. Je n'ai jamais lutté contre elle. Dans Les Visiteurs, par exemple, que personne ne voulait faire, j'étais très rassuré parce que quand j'ai proposé l'idée à Clavier, il a éclaté de rire. Et alors, honnêtement, ça, je vais peut-être choquer certains décideurs et certains producteurs de films, mais j'ai plus confiance dans le regard sur l'humour d'un acteur brillant comme Christian Clavier que d'un producteur en costume 3 pièces comme ça dans un bureau et qui tape sur sa calculette pour savoir combien ça coûte et combien ça peut m'apporter. Voilà. Il y a un côté affairiste, il y a un côté un peu chiant, on va dire franchement, le côté chiant du banquier, quoi, qui d'ailleurs sont souvent assez charmants quand on les connaît personnellement, mais quand on les voit dans un bureau, ils sont pas très marrants. Donc il faut travailler avec eux. Voilà. Donc, pourquoi j'ai cru aux Visiteurs, c'est parce que quand j'ai raconté l'idée que j'avais à Christian Clavier, il a éclaté de rire, ça lui a plu. Donc pour moi, c'était une garantie. On fait pas ce métier, on fait ce métier pour plaire aux gens, on fait ce métier pour séduire, on fait ce métier pour amuser. Donc quand je peux raconter une idée et que je vois qu'elle amuse, tout le monde connaît l'expérience de raconter une histoire drôle et personne ne rit. C'est un truc épouvantable. Alors que quand tout le monde rit, on est très content. Alors, je crois, mais ça nécessite une bagarre. Et c'est vrai que personne ne voulait faire ce film. Il était trop original, personne ne voulait faire de film sur le Moyen-Âge. Alain Terzian m'avait dit, le dernier film qui a marché, c'est un film des années 50. Je lui ai dit, bah, c'est génial, on a une autoroute devant nous alors. Donc, parce qu'ils veulent tous faire le film qui a marché l'année d'avant. L'année prochaine, tout le monde voudra faire le Comte de Monte Cristo. Ils veulent toujours faire... dans la reproduction et pas dans la création. Voilà. Donc, ils veulent pas se lancer dans... Alors que le public aime être surpris. Le public aime... Justement, il y a un moment donné où on lui fait toujours le même film, il en a marre. Moi, j'ai fait ma carrière, je me souviens, en expliquant parfois à certains metteurs en scène, par exemple à Georges Lautner. J'ai écrit un film pour Georges Lautner, qu'il n'a pas fait. Il m'avait appelé pour rafistoler un scénario d'un autre scénariste, Gérard Cyr. Il n'était pas totalement satisfait du film, et donc il m'avait demandé de venir. Donc j'ai rafistolé le film, et à la fin, il m'a dit, mais t'as pas l'air tellement content. Je lui ai dit, comment? Je suis très content. Non, je te vois pas, je sais pas, t'es très enthousiaste, t'es très volubile, et là, je te sens raisonnablement satisfait, mais pas... je lui dis, Georges, je suis venu pour faire un travail, je crois que je l'ai fait correctement, ne me demande pas non plus de faire les pieds au mur, parce que c'est pas ma tasse de thé. C'est un film policier qui est dans la veine des Tontons Flingueurs, mais j'adore les Tontons Flingueurs, c'est un chef-d'œuvre, c'est un de mes films préférés. Mais tu l'as déjà fait peut-être même plusieurs fois de suite. Et là, c'est encore une ressucée de ce truc-là. Donc, je trouve ça pas mal, je trouve ça marrant, mais c'est pas mon goût.
Il me dit, c'est quoi ton goût? Ben, je dis, moi, c'est peut-être un film avec des acteurs plus jeunes, avec des préoccupations que je pourrais avoir moi. Mais il me dit, par exemple, et alors j'écrivais pour moi, parce que j'anticipais déjà d'écrire un film comme réalisateur moi-même, un scénario qui allait devenir pas de problème. Et il me dit, mais raconte-le-moi. Et il me dit, ben, on va faire ça plus tôt. Et c'était mon père, le producteur du film, et il est allé voir, il a dit, voilà, je vais venir. Voilà, Jean-Marie m'a raconté une histoire, raconte-la à ton père. Il dit, je préférerais faire son histoire que ce film qui était fini, qui était prêt à tourner. Bon, et on a changé, voilà. Et ça fait partie des... Là, c'était pas vraiment une bagarre, parce qu'en fait, c'est Georges Lautner qui l'a fait, mais ça m'a intéressé, en fait. C'est-à-dire que il faut avoir de l'enthousiasme, et voilà, il faut bander pour les sujets, parce que si on y va comme ça, ben, vous savez, il y a de la déperdition dans l'énergie. Il y a forcément de la déperdition. Donc, si on n'est pas gonflé à bloc, à l'arrivée, ça sera pas bien. Vous devez être ce moteur du projet, en fait. Oui, mais je suis auteur de films. J'aime bien être à l'origine des films. C'est pas toujours le cas d'ailleurs, hein, parce que Le Père Noël est une ordure est une pièce de théâtre. Papy fait de résistance, une pièce de théâtre. Et j'aime aussi ça. On vient me chercher. Mais d'ailleurs, honnêtement, c'est vrai que je demande souvent des modifications, ou bien pour arriver dans un univers dans lequel je me sens plus à l'aise. Le Père Noël est une ordure était une pièce brillantissime que j'ai vue 7 ou 8 fois de suite, où j'ai ri, c'était mes copains, j'ai été emballé par leur travail. Je trouvais la fin absolument impossible au cinéma. Je veux dire, bon, elle était sanguinolente. Alors au théâtre, c'était pas grave, parce que quand Junio passait avec un pied coupé, c'est drôle d'ailleurs, bon, dans la hotte, tous les spectateurs voyaient bien que c'était un pied de mannequin de bois. Mais maintenant, au cinéma, les gens croient voir ce qu'ils voient, donc ce serait repoussant. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai demandé qu'on fasse les cadeaux dans lesquels on imagine qu'il y a des pieds. Voilà, mais enfin, on les voit pas parce que c'est un petit peu repoussant. Vous venez de les citer, vous avez eu des succès cultes, vraiment qu'on a tous vus, revus. Mais on peut se demander, vous qui avez été à la genèse de tous ces projets, est-ce qu'à un moment vous vous dites ça va être culte? C'est quoi? C'est à la création? C'est pendant le tournage? Ou c'est après avec la validation du public et des entrées? Ou vous croyez directement au début, là je tiens un truc? Mais c'est-à-dire que j'ai la chance d'avoir fait ce qu'on appelle des films cultes. Bon, formidable, mais ça c'est les gens qui le disent. Parce que pour moi, ils sont pas cultes du tout. Pour moi, c'est un travail. C'est aussi une passion, hein. Mais je veux dire que on ne décide pas de faire un film culte. On ne décide pas de créer un personnage comme Jacouille qui... pour moi, c'est une grande fierté d'avoir créé Jacouille la fripouille, qui est devenu légendaire comme Bécassine ou le capitaine Haddock, c'est-à-dire des grands personnages romanesques. C'est simplement le public qui décide. C'est le public qui décide du succès. C'est le public qui décide de ce qui est culte ou ce qui n'est pas culte. C'est le public qui tombe amoureux des films. Moi, j'en suis ravi, mais et honnêtement, je ne sais pas qui un jour m'a dit, mais est-ce que tu t'attendais à avoir un succès? Moi, je dis, je m'attendais pas à avoir des échecs. C'est-à-dire que, parce que, comme je mets beaucoup de cœur pour amuser les gens, et que je fais tout mon possible pour qu'ils rigolent et qu'ils passent un bon moment, je suis déçu quand ça ne se passe pas. Je suis évidemment surpris quand ça devient triomphal, parce qu'à ce moment-là, on s'attend pas à ça non plus. On s'attend à un succès, j'allais dire, je sais pas si le mot normal veut dire quelque chose, mais on s'attend à du succès. Mais on s'attend pas, évidemment, à cette transformation-là. Mais moi, je fais beaucoup d'efforts pour que les gens s'amusent. Je travaille beaucoup les sujets. Je retravaille beaucoup les dialogues.
il y a des gens qui sont incroyablement doués, comme Michel Audiard. Michel Audiard était un génie de la répartie. C'est-à-dire que 10 000 fois dans la vie, il sortait une bêtise qui me faisait éclater de rire. Je veux dire, bon, il a parfois même des trucs incroyablement cruels. Mais bon, il pouvait sortir des trucs effroyables. Mais moi qui m'amuse, bon, j'aime bien les trucs effroyables. Mais moi, je suis un peu plus mou de la tête. Il faut que je travaille pour trouver ça. Et parfois, quand j'ai de la répartie, c'est de l'esprit de l'escalier. C'est-à-dire que j'ai une discussion, je m'engueule avec quelqu'un, et puis quand c'est fini, la discussion est finie, je me suis dit, ah merde, j'aurais dû dire ça. Bon. Alors, ça rentre dans un coin de la tête, et si la situation se reproduit, tout d'un coup, paf, je peux me balancer. Voilà. Mais en fait, c'était du travail. Il y a des idées, il y a des idées que j'essaye d'être original, parce que je suis quelqu'un d'assez... je dirais pas que je suis mélancolique, mais je cherche toujours à faire quelque chose pour pas m'ennuyer. Je veux pas m'ennuyer. Voilà. Et donc, je cherche des idées nouvelles. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai eu peut-être plus de mal que beaucoup de gens à trouver des financements, en particulier quand j'étais producteur, ou à trouver des producteurs, parce que justement, je ne fais pas toujours le même film, en fait. Quand je passe de Twist Again à Moscou, à Mes meilleurs copains, de Mes meilleurs copains à Cornet de Beef, ce sont des domaines très différents, en fait. Donc, souvent, les décideurs sont déroutés. Et c'est là où on doit se bagarrer. Vous êtes anti-routine, en résumé. Pardon ? Vous êtes anti-routine, en résumé. Vous cherchez toujours du nouveau. C'est une curiosité intellectuelle, en fait. Je déteste la routine. Je déteste la routine. Et d'abord, par exemple, je lis plusieurs livres en même temps. J'ai un livre dans la bibliothèque ici, j'ai un livre dans mes chiottes, et j'ai un livre sur ma table de chevet. Voilà. Déjà, je lis de toute façon. Parfois, j'en ai même un dans ma voiture. Je lis plusieurs livres en même temps. Voilà. Bon. Le livre des chiottes est essentiel parce que on s'ennuie beaucoup. Donc, bon. Et d'ailleurs, quand j'étais petit, chez mes parents, il y avait le journal de Jules Renard. Bon, qui est un livre magnifique pour les chiottes parce que c'est des petites phrases. Donc, si on reste longtemps, on lit 3 pages. Mais si ça va vite, on lit trois lignes. C'est parfait, voilà. Donc, il y avait le journal de Jules Renard, qui est un pur chef-d'œuvre, voilà. Et donc, je zappe beaucoup quand je vois la télévision, par exemple. Bon. Quand on lit votre livre de mémoires et d'anecdotes, on se rend compte que sur les tournages, c'est très compliqué à gérer. Il faut gérer les acteurs, les actrices, les lieux où on tourne, les agendas, les problèmes techniques. C'est un peu d'enfer comme ça. Comment on tient un coup? Il faut être hyper résistant, sans mauvais jeu de mots. D'ailleurs, je viens de le faire par hasard. Il faut être hyper résistant. En fait. Il faut être super résistant. Super résistant, pardon, pas hyper. Super résistant oui. pour tenir le coup. Parce qu'un film, pour les gens qui ne connaissent pas vraiment le monde du cinéma, c'est un peu comme une entreprise de 100 personnes, grosso modo. À gérer. C'est une entreprise, en fait. Et il faut la diriger comme une entreprise. Et c'est une entreprise difficile parce que, d'abord, pour 2 raisons. La première, c'est que le temps du cinéma n'est pas le temps de vie. Le temps du cinéma ne se compare à rien qu'avec le temps de la guerre. C'est-à-dire que pendant la guerre, le temps fait partie de l'équation de la réussite. Comme quand vous jouez, si vous jouez aux échecs, par exemple, vous ne faites pas que des mouvements.
Vous faites des mouvements, mais il y a un temps pour faire ces mouvements. Et si vous prenez du retard, vous avez du mal à remonter, parce que même si vous avez vu, vous avez l'expérience des échecs, vous jouez avec quelqu'un qui joue mieux que vous, et au backgammon, c'est pareil, mais vous voyez à un moment donné votre situation, vous voyez comment vous pouvez vous en sortir, mais vous vous apercevez que vous avez 2 coups de retard. Vous avez dans l'os, c'est tranquille. Bon. Donc le cinéma, c'est pareil. Ça coûte tellement cher qu'il faut que tout soit fait à la seconde. Vous voyez, quand vous faites des travaux dans un appartement, tout le monde a cette expérience du type qui vous dit « Bon, j'ai pas la pièce, j'ai pas le bon tournevis, je reviens demain. » La semaine prochaine, mais 3 mois plus tard. Voilà. Bon. Mais au cinéma, c'est pas possible. Il faut que tout soit réalisé dans la seconde qui suit. Donc, ça vous met comme une opération chirurgicale. Donc, c'est une tension énorme. Et puis, il y a la vision qui est celle de plusieurs gens. Donc, vous devez, je dis pas vous battre, mais vous devez faire que les gens rentrent dans votre univers à vous, pas vous dans le leur. Donc, je dis, parfois quand je faisais un film, je dis j'ai l'impression de tirer une locomotive avec les dents. Mais c'est beaucoup, beaucoup d'énergie. Parce qu'il faut prendre des décisions rapides, choisir les priorités, ne pas laisser les gens s'embourber dans un problème qui est en fait un problème secondaire. En particulier pour moi, le problème numéro 1, ce sont les acteurs. Pas forcément la lumière, pas forcément les costumes. Je donne absolument la priorité aux acteurs, que les acteurs soient bien, qu'ils soient en forme, qu'ils puissent s'exprimer. Donc pour moi c'est capital, et je vous cache pas qu'à la fin d'une journée de tournage, d'ailleurs c'est pas difficile, ma voiture est équipée d'un oreiller et j'ai une couverture, et quand la journée de tournage est terminée, qu'on me ramène chez moi, je tombe de fatigue, littéralement. Je mets la tête sur l'oreiller et je m'endors. Épuisé parce que c'est une journée de tension complète. Mais c'est merveilleux en même temps. C'est sportif, c'est un truc d'athlète. Mais alors, quand on devient plus vieux, on a, Dieu merci, des assistants à qui on peut envoyer mordre les mollets des gens. Hein, va lui mordre les mollets. Bon. Mais en fait, c'est quand même un métier fatigant, oui. En parlant justement des acteurs, des actrices, pour les amener dans votre univers et pas vous aller dans le dehors, il faut être un peu psychologue, un peu diplomate, un peu... c'est compliqué, ça. Ça doit être... Metteur en scène, c'est un peu manipulateur quand même. Il faut être un petit peu machiavélique. Parfois, il faut être un petit peu malin. Il faut savoir... mais j'ai aucun effort à le faire parce que j'adore les acteurs. Je les trouve merveilleux. Pour moi, c'est une chance incroyable. Je passais des heures avec un truc pour ne pas rire, pour ne pas faire de bruit, parce que je suis le premier spectateur d'un spectacle qui est très amusant. Je fais de la comédie. Et à vrai dire, je n'aime que la comédie. Si vous voulez, j'aime bien voir un film. Il y a des films, des grands chefs-d'œuvre, vous voyez, qui sont des films bouleversants, que vous sortez la larme à l'œil, ou vous êtes impressionné par la beauté de l'image ou par des choses. J'ai du mal à les revoir. C'est-à-dire que la première fois, ça va, je suis bouleversé. Je me dis, merde, je devrais parfois peut-être faire un film historique ou faire un film comme ça. La deuxième fois, je vois la télé, et puis après, je zappe. Voilà, parce que je déteste m'ennuyer, voilà. Raconte, où chaque format donne vie à une histoire. On va peut-être passer aussi à votre méthode de fabrication des films. Pour l'aspect, on va dire, un peu plus technique de la chose, il y a un aspect visuel très important dans vos films, c'est le rythme. Il est ultra soutenu, ça va très vite, il y a énormément de plans. Il y a aussi presque un côté bande dessinée. Et vous filmez les visages souvent au grand angle. C'est un peu la signature de la maison. Alors, moi, je suis chanteur de rock. J'ai été chanteur de rock. J'aime le rock, j'aime la musique, je vis avec la musique. Et toutes les musiques d'ailleurs, pas que le rock. Mais de toute façon, toutes les musiques ont un rythme. Voilà. Et je crois que c'est absolument
essentiel. D'ailleurs, un jour, j'avais été aux États-Unis dans le bureau d'une grande star de la télévision, peut-être la plus grande star de la télévision du XXe siècle. C'était qui? Qui s'appelait Johnny Carson. Et j'ai été entré dans son bureau, j'étais assez impressionné. J'étais avec une amie à moi qui était chanteuse, et c'était d'ailleurs elle qui voulait voir. Et il avait un énorme tableau derrière lui. Je dirais pas d'un très bon goût, parce que j'aime pas beaucoup ça, mais vous savez, c'est ces tapisseries dans lesquelles, généralement, c'est devant les portes. Les paillassons? Oui, c'est souvent des paillassons qui sont... Mais lui, c'était un grand tableau encadré, qui était une énorme tapisserie, et c'était marqué « Tout est dans le rythme ». Et vous savez, on apprend dans la vie. Je suis rentré, j'ai dit, voilà, une star gigantesque, et sur son mur, il y a marqué « Tout est dans le rythme ». Et ça m'a beaucoup impressionné. C'était à quelle époque, plus ou moins? C'était dans les années... vous me posez une question... Dans les années 70, voilà. Okay. Et début des années 70. Et donc, toute ma vie, j'ai fait ça. Et d'ailleurs, quand je me souviens d'une... Vous savez, j'ai eu plusieurs vies, moi, parce que comme je suis né dans le cinéma, j'ai eu ce privilège. J'ai connu un cinéma que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Voilà. Et en particulier, j'ai travaillé avec des metteurs en scène, tous morts, dont je n'aimais pas forcément... pour moi, c'était un peu des... Ils pouvaient être parfois des vieux croutons. Mais en même temps, bon, il y avait d'abord à apprendre aussi ce qu'on ne veut pas faire, et puis à apprendre aussi leur talent. Et je me souviens d'une chose extraordinaire. C'était un metteur en scène qui s'appelait Claude Tonlara. Et après toutes les prises, il se tournait vers la script et il faisait combien? Et elle faisait 12 secondes. On va essayer en 10. Et il disait, tu me refais la même émotion, mais plus rapide. Bon. Donc en fait, il passait du temps de la vie, dans lequel les acteurs sont naturels, au temps du spectacle, dans lequel ça déboule. Le journal télévisé, ça parle comme ça. Tout le monde parle comme ça, parce que sinon on s'ennuie. Voilà. Et alors c'était malin sa façon de faire, parce qu'il laissait les gens être naturels, et puis une fois qu'ils étaient naturels, il disait, ben, tu fais la même chose, mais un peu plus vite. Donc, c'était beaucoup de talent. Il a fait des chefs-d'œuvre. Je m'en suis inspiré beaucoup. Et moi, je me souviens sur mes scripts, au début, je marquais le rythme, aller plus vite, chuchoter. Quand on chuchote, on parle plus vite. Voilà. Dans Papy, je faisais parler tout le monde comme ça. Et d'ailleurs, on n'arrivait pas... Vous savez, on double les films à un moment donné parce qu'il y a des problèmes de son. Ils n'arrivaient pas à se doubler parce que on écrit les phrases en dessous. Et c'était... D'habitude, les phrases sont écrites comme ça. Et là, elles étaient écrites comme ça. Alors, les acteurs, ils étaient sur le côté comme ça. Ça m'avait fait rire. Il y avait Maillan et Clavier qui avaient la tête... Incliné. Incliné, parce que pour lire les phrases, parce que les phrases, on les lit, il y a une barre, et ça avance, puis quand on doit dire au moment où ça passe sur la barre. Parce qu'ils n'arrivaient pas à le faire aussi vite. Ils étaient dans l'urgence. Pendant qu'ils le jouaient, donc ils le jouaient naturellement, de façon très, très frénétique, et puis tout à coup, quand il fallait le refaire comme ça, ils n'arrivaient pas à parler aussi vite. Mais ça fait partie de la comédie et de la réussite du film, d'ailleurs. Le média Game Changer, multiples thématiques. Toujours dans la recette Jean-Marie Poiret, vous êtes plutôt au feeling ou alors c'est ultra rigoureux à la lettre près, vu que vous êtes à la fois scénariste et aussi réalisateur? Il y a peu d'improvisation dans les films, parfois quand même, parce que... Mais j'aime bien la faire à part, parce que j'ai pas de recul. Vous laissez une place à un accident, en quelque sorte, un heureux accident? S'il y a un accident, c'est formidable. Et j'adore les accidents. Il y a des choses qui peuvent se passer qui sont absolument merveilleuses. Par exemple, je me souviens j'avais demandé à Jacques François, qui avait une réplique,
de prendre une bouteille de whisky parce qu'il engueulait son fils qui faisait une surprise party et puis qui avait vidé la bouteille de whisky. Donc je lui dis, tu tapes dans la bouteille de whisky quand tu dis, puis tu picoles ou je sais plus quoi. Bon. Et alors, il oublie de le faire. Donc il dit sa phrase, et puis il se rappelle dans son inconscient qu'il doit le faire. Donc il tape sur la bouteille de whisky, mais à un moment qui n'a rien à voir, et qui ne parle pas de ça. C'est absolument magistral. C'est-à-dire que c'est merveilleux. Ça n'a ni queue ni tête. Et c'est simplement délicieux. Bon. Donc, j'ai dit couper, on garde cette prise-là, on la refait pas. Parce que c'est des moments absolument magiques, en fait. Et il y a des choses comme ça où on peut improviser des choses. Ça m'est arrivé aussi avec et c'est là où vous voyez quand les acteurs sont vraiment géniaux. J'avais une difficulté avec Victor Lanoux et Bernadette Lafont qui ne s'aimaient pas beaucoup dans la vie. Ça s'est pas bien passé et leur rapport n'était pas terrible. Je crois que c'est parce que Victor était très séducteur et qu'elle aimait les gens beaucoup plus jeunes et beaucoup plus délurés. Donc en fait, il y avait une mauvaise impression. Alors à un moment donné, il y avait une scène dans laquelle ils devaient se parler et je répète et je fais l'inverse. C'est-à-dire que je dis à Bernadette, à un moment donné, tu l'embrasses. Il n'était pas au courant, lui. Ils étaient en train de s'engueuler. Et donc, à un moment donné, elle arrive, elle l'embrasse sur le front. Et puis, elle s'en va. La réaction de Victor est inénarrable. Et alors là, les grands acteurs sont formidables parce que ils développent quand ils sont surpris. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que on voit bien qu'il a les yeux qui font comme ça parce qu'il ne s'attend pas. Et puis, à ce moment-là, il en profite. Ils reprennent le dessus. C'est-à-dire qu'il en rajoute sur la surprise et sur son étonnement. Et il est merveilleux. Donc, ça, c'est parce que, justement, dans des situations, la force, le charisme des gens font qu'ils ont cette capacité à ne pas se désarçonner, en fait. Vous avez très vite utilisé des effets spéciaux numériques au tout début des années 90, dans Les Visiteurs, dans Les Anges Gardiens. C'était quelque chose d'assez révolutionnaire à l'époque. Très peu de réalisateurs utilisaient ça. Peut-être James Cameron aux États-Unis dans le registre de la science-fiction. Vous avez, je veux dire, un peu amené ça en comédie et dans le cinéma français. Comment ça s'est fait? Ben, j'ai eu beaucoup de chance dans la vie parce que, en réalité, j'avais fait beaucoup d'effets spéciaux dans les publicités. J'aimais bien faire les effets spéciaux dans les publicités et ça m'apprenait beaucoup. Et en plus, j'étais pas producteur, donc j'avais aucun risque. Si c'était raté, je m'en fichais. Mais, enfin, je m'en fichais pas, mais enfin, disons que c'était pas aussi grave que si c'était moi qui produisais. Et voilà, donc on faisait énormément d'effets qu'on faisait en numérique. On savait pas les faire au cinéma. Ça n'existait pas. Donc quand j'ai commencé à faire Les Visiteurs, je devais faire des effets spéciaux en optique. Et j'avais une boîte qui ne me rassurait pas du tout. Parce que chaque fois que je leur demandais de me montrer des maquettes, ils arrivaient avec des films américains. Ils me disaient, voilà, j'ai dit, mais ça, c'est pas toi qui l'as fait. C'est une boîte américaine. Donc à un moment, j'ai dit, mais tu veux que je signe avec la boîte qui a fait ça là-bas? Non, mais on sait le faire. Mais j'ai dit, montre-moi comment tu vas faire, ou explique-moi comment tu vas faire. Bon. Et donc, j'étais pas très content. Et comme j'étais producteur des Visiteurs, j'avais même fait un contrat avec cette boîte, j'allais dire, comme un menu au restaurant à la carte. C'est-à-dire que je m'étais dit, je ne vais pas leur faire un contrat avec tous les effets du film. Je vais acheter les effets les uns après les autres. Comme ça, si ça me plaît pas, je les lourde et je trouve quelqu'un de mieux, je prends quelqu'un de mieux. Et quand je dis que j'ai du pot parce que je fais mon jogging. En bas de chez moi, j'ai un grand parc.
je fais mon jogging, et je vois arriver cette ravissante fille en face de moi qui me tombe dans les bras, et on va prendre un café parce que c'est ma monteuse de pub. Et je lui dis, je suis emmerdé avec les effets, avec la boîte X, me casse les pieds parce que... Mais elle me dit, pourquoi tu ne travailles pas avec Durand, qui était... Je dis... et elle me dit, tu sais que maintenant, les effets qu'on faisait en numérique, on sait les faire en optique. On a trouvé un objectif dans lequel on peut passer ce qu'on a filmé, ce qu'on fait en optique, et on va le transcrire sur un négatif en Polaroid, en celluloïd, pardon. Polaroid, c'est super. Vous avez été photographe aussi, on n'oublie pas. Hein. Et donc, voilà. Alors, du coup, je lui ai dit, ah, on peut le faire, mais j'ai dit, appelle la boîte, et puis ils viennent demain, dimanche, chez moi, prendre le petit déjeuner. J'ai basculé dans les effets numériques, donc je suis la première personne à avoir fait des effets numériques dans un film français. Ça existait déjà en Amérique, mais pas depuis longtemps, mais je suis la première personne à l'avoir fait ici. J'adore les effets spéciaux, parce que ça vous développe l'imaginaire, ça vous permet de faire des choses magiques, et ça, j'allais dire, ça compense le drame économique du cinéma, dans lequel il y a de moins en moins de pognon pour faire des films. Cécile B2000, quand il voulait 80 000 personnes, on lui donnait l'armée soviétique. Il y avait 80 000 personnes qui étaient là. Quand on brûlait le château de... Eh ben, on brûlait une maquette grandeur nature du château de... Voilà. Aujourd'hui, on ne peut plus faire ça. Donc, heureusement, vous pouvez... vous voyez, quand vous prenez les plans de gladiateurs, vous avez... Le Colisée est rempli de gens. En fait, c'est pas vrai. On a filmé 200 personnes ici, et puis on les bouge, comme ça. Voilà. Donc, alors qu'autrefois, on remplissait vraiment le Colisée. Donc, c'est absolument génial. En parlant d'aujourd'hui, maintenant on est vraiment à l'heure de l'intelligence artificielle, on génère des images à partir de rien, à partir d'une phrase. Il est probable que très prochainement, peut-être même dans les semaines ou dans les mois qui viennent, on puisse générer des séquences de films sans acteurs, sans décor, sûrement sur base de texte ou quoi. Est-ce que c'est quelque chose, si, imaginons, vous devriez faire un film demain, que vous utiliseriez à la manière des effets numériques que vous avez utilisés au début des années 90 ? C'est-à-dire que c'est merveilleux pour le metteur en scène, c'est chiant pour les acteurs. Parce que jouer devant rien, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'il y a une partie d'imaginaire que vous avez, mais l'acteur, lui, ne l'a pas quand il fait une scène qui est sur un fond vert, parce que il va y avoir des choses qui vont se passer derrière lui. Il ne les voit pas, donc c'est très, très compliqué. C'est assez compliqué quand on fait des doubles, de jouer avec rien. Vous jouez sans partenaire. Quand je fais clavier qui joue avec clavier, c'est difficile. Il faut se mettre à sa place. Hein. Parce que vous parlez à quelqu'un, il est là. Mais quand il n'y est pas, il faut que vous le visualisiez. Bon. Alors maintenant, dans le futur, ça va être même encore plus compliqué parce que il est probable qu'on va bientôt faire un remake d'un film avec un acteur comique qui sera à la mode dans 10 ans, et peut-être avec De Funès. Parce que peut-être qu'on pourra faire revivre... On pourrait générer en intelligence artificielle. Oui, on peut faire revivre des acteurs. Je crois que c'est dans Gladiateur la première fois qu'on l'a fait. Quand Oliver Reed est mort, les assurances, plutôt que de refaire avec un autre acteur, ont dit, alors ils ont pris un autre acteur qui était bourré de pastilles de toutes les couleurs, voilà, et puis après, on a remis la tête de l'acteur dessus, je veux dire, en pixelisant le personnage. Donc il y avait un acteur qui jouait son rôle, et puis on a pris la tête du mort pour le remettre dessus. C'est assez morbide, mais bon, c'est vrai que c'est des choses qui
qui sont amusantes. Moi, par exemple, j'ai toujours rêvé, et aujourd'hui, je crois que ça serait possible, j'ai toujours dit que j'adorerais avoir des vitesses qui ne vont pas à la même vitesse, des films qui ne vont pas à la même vitesse selon les jours de la semaine. Le samedi, la salle est pleine, les gens sont plus rapides, plus il y a de gens, plus ils sont rapides. Donc le film doit avoir beaucoup de rythme. Le mercredi, il y a 12 personnes dans la salle, c'est des vieux, voilà, ils sont un peu amortis du ciboulot, donc le film devrait être plus long. Moi, j'ai vu je me souviens d'une séance où j'avais été voir l'après-midi dans une salle où il y avait quelques vieux. Et en plus, les vieux, ça n'aime pas se mettre au fond, ça se met devant. Parce qu'ils voient moins bien. C'est horrible. C'est mon cas, d'ailleurs. Je vois moins bien qu'avant. Et alors, ils étaient dans un truc psychédélique, c'est-à-dire que je les voyais faire parce que mes rythmes sont très, très rapides. Donc, j'aurais rêvé avoir ce jour-là un film plus lent pour eux. Et puis, alors je disais à tout le monde, ça serait génial d'avoir deux, trois copies différentes. Bon, c'était impossible à faire du point de vue du fric, mais aussi du point de vue logistique. Aujourd'hui, c'est parfaitement possible. Il suffirait dans un cinéma, dans le disque dur, d'avoir... tu envoies le film du lundi, tu envoies le film du mardi, tu envoies le film du mercredi. Moi, si je faisais un film aujourd'hui, si je produisais un film aujourd'hui, je produirais un film avec plusieurs vitesses. Et je dirais au caméraman, voilà, alors peut-être qu'il se gourerait, qu'il s'en fout, qu'il serait au bar et qu'il enverrait la mauvaise version, le mauvais jour. Mais disons que ça serait possible, ça serait formidable que le spectacle soit adapté à la salle, en fait. Et je pense que dans l'avenir, il va y avoir malheureusement, je ne pourrais pas le voir, mais il y aura certainement des films interactifs, comme les jeux vidéo, c'est-à-dire dans lesquels peut-être vous jouerez. On voit que c'est quelque chose qui continue de vous fasciner, en tout cas. Moi, je trouve ça... curieux de nouvelles technologies. Moi, j'adore. La technologie, c'est quelque chose d'abord, c'est quelque chose d'amusant qu'on découvre, et puis ça vous ouvre des possibilités. C'est-à-dire que, honnêtement, je sais pas si quand on écrit, moi j'écris toujours à la main. Hein, mon cerveau ne sait pas écrire à la machine, mais une fois que j'ai écrit à la main et que j'ai dicté à mon ordinateur. Après, je modifie sur un ordinateur. Je me souviens, quand j'étais jeune, on découpait les répliques et on les mettait, après on les recollait avec du papier scotch sur la page. C'était un boulot. Il y avait moyen de devenir fou, je crois, non? Pardon? Il y avait moyen de devenir fou en faisant ça. Non seulement on devenait fou, mais je me souviens, par exemple, un jour, je crois que c'était pendant Papy, on était dans la maison de Clavier, à l'époque, avait une maison à Égalière, près de Saint-Rémy-de-Provence, et il y a eu un coup de Mistral, j'étais en train de découper une réplique, elle est partie, et elle a foutu le camp dans un énorme champ de lavande. Alors, en dehors du fait que la lavande, ça pique, c'est horrible, donc on se pique les genoux pour aller chercher la réplique, on a paumé la réplique. Donc, la réplique a disparu avec ce Mistral, et on était là à la recherche. On dit, c'est pas grave, on va la réécrire. Ah non, mais c'est pas ça qu'on avait dit, c'était beaucoup plus drôle ce qu'on avait dit. C'était quoi? Alors, on a cherché, tous les jours, on a travaillé sur cette réplique pour retrouver cette réplique. Bon. Et puis, on a fini par écrire autre chose, en regrettant infiniment cette réplique merveilleuse. On a dit, tant pis, on a changé la scène, etc. Et puis, 3-4 jours après, on était au bord de la piscine, on avait été se baigner, on était au bord de la piscine de Clavier, et puis brusquement, j'entends un petit bruit et je vois arriver la réplique. Toup, toup, toup. C'est une scène de film, voilà. Presque. Oui, incroyable. Donc j'ai fait merde la réplique. Alors j'ai couru et j'ai récupéré la réplique. Et on a lu la réplique, elle était nulle. En fait, on avait imaginé sublime, et ce qu'on avait écrit était bien mieux, mais on regrettait cette réplique somptueuse.
Bon. Ça me rappelle une histoire assez charmante, une histoire fausse. Mais c'est l'histoire d'un scénariste qui, la nuit, rêve, se réveille le matin, fait « Merde, mais j'avais une idée géniale cette nuit. » Et il ne la trouve pas. Et ça lui arrive 2-3 fois. Alors, à un moment donné, bon, il prend un calepin, il le pose à côté de son lit, un crayon, et puis il rêve, il se réveille, et il se rendort, bon. Et puis le matin, il lit son scénario génial, et il écrit un homme aime une femme. Voilà. Bon. Ça pourrait être un homme un homme, d'ailleurs. Hein. Ça me dérangerait pas. Mais j'adore cette histoire parce que c'est l'imaginaire qu'on fait que c'est génial parce qu'on est enthousiaste sur quelque chose qui est très banal, en fait. On fantasme un peu de trucs. Si, pour votre vie, il fallait trouver une bande originale, ça serait quoi? La BO de votre vie? Si je devais mettre une musique sur ma vie. J'aime tellement de musiques différentes. Je crois que j'aimerais que ça soit du rock, ça certainement, peut-être David Bowie. Une en particulier, David Bowie? J'aime tout ce que fait David Bowie, mais peut-être pas son dernier disque, qui est trop triste. Mais oui, il y a des Rock'n'Roll Suicide ou des Heroes. Heroes, ça serait pas mal. Voilà. J'aimais Vous bien. en avez des héros? Pardon? Des héros. Ce serait qui, vos héros? Moi, j'aime beaucoup les acteurs. J'aime beaucoup les acteurs. Je me méfie beaucoup des héros dans la vie parce que c'est beaucoup de cruauté, beaucoup de morts. Je ne suis pas quelqu'un qui suis violent, je déteste la violence. Donc j'aime la... Mais il y a aussi des écrivains. Des écrivains peuvent... Pendant des années, par exemple, Henry Miller a été mon héros. Et d'ailleurs, je regrette de ne pas lui avoir parlé quand je l'avais vu dans sa librairie. Enfin, c'était pas sa librairie, mais il passait sa vie dans une librairie à Big Sur. Mais il parlait avec... Il y avait 5-6 bonnes femmes qui étaient là. J'ai attendu. En plus, c'était le genre d'homme qui préférait beaucoup les femmes aux hommes. Même si, à l'époque, j'avais les cheveux très longs, donc on aurait pu me prendre pour une jolie fille. Mais enfin... Vous n'avez pas osé les trouver, en fait? À un moment donné, je me suis dit, je vais le saouler, il va s'en foutre. Je le voyais... Pas dragueur, mais très... J'ai dit, allez, laissons tomber. Après, j'ai regretté. Mais comme j'étais de passage, parce que Big Sur, c'est entre Los Angeles et San Francisco, donc je me suis dit, la prochaine fois, j'essaierai d'aller le voir. J'adorais cet homme-là. C'est un génie. Et je viens de lire récemment un livre que j'ai trouvé... à la foire du livre de Bruxelles, j'allais signer ma biographie. Et il y avait un petit livre que je ne connaissais pas de lui qui s'appelle « Je ne suis pas plus con qu'un autre » et qui est écrit en français. Et qui est un livre absolument délicieux. Ça, c'est un héros pour moi. C'est vraiment, ça fait partie des gens qui sont des héros. C'est-à-dire que c'est un homme qui a toujours été libre, qui a toujours fait plus ou moins quand même... Je ne dis pas qu'il a fait ce qu'il a voulu, mais il a fait comme il le voulait. Voilà, vous voyez la nuance. Un peu comme vous? Il n'a pas fait... Oui, moi j'ai la chance d'avoir fait quand même pas mal ce que j'ai voulu, oui. Puis quand j'ai pas réussi... tant pis, j'ai toujours trouvé quelque chose d'autre à faire à ce moment-là. Par exemple, quand je tournais plus, je me suis mis à peindre, j'ai beaucoup de plaisir à peindre. J'écris, d'ailleurs en ce moment, des souvenirs aussi. J'écris un roman, je n'arrête pas de faire des choses. Le film ultime. Le film ultime. Oh. Le roi des films, l'empereur des films. Oh, pour moi, ma plus grande admiration,
c'est probablement Billy Wilder, qui a à la fois fait des comédies et des films dramatiques, tous des chefs-d'œuvre. Mais j'ai beaucoup de tendresse aussi pour Black Edwards, parce que même si les films sont très souvent très inégaux, Les Panthères Roses, il y a des moments sublimes et des moments un peu débiles. Donc c'est un petit peu comme ça. Et par exemple, j'ai été très déçu en revoyant en anglais Ten, en français Elle, qui est un film qui m'a fait pleurer de rire, mais qui a très mal vieilli, il est beaucoup trop lent. J'avais des amis, j'ai une salle de projection ici, et donc je les avais chauffés à blanc pour voir le film. Bah, j'ai pris un râteau dans la gueule, parce que le film ne les a pas tellement amusés, même s'il y a 2-3 scènes géniales. Non, Billy Wilder, c'est probablement le metteur en scène qui m'impressionne le plus. Mais je suis très éclectique. Hein. J'adore John Sturges, j'adore les westerns de John Sturges. J'aime les films de Raoul Walsh. J'aime même des films d'aujourd'hui. Hein. Je veux dire, justement, ça serait qui le réalisateur aujourd'hui les Farrelly, par exemple. J'adore le travail des frères Farrelly. Bon. J'aurais adoré faire le film avec Cameron Diaz, là, comment ça s'appelait, Something About Mary. Something About Mary. Je ne sais pas comment c'est en français. Quelque chose de Marie, je ne sais pas. Bon, c'est un film, quand je l'ai vu, j'ai dit « Ah merde, j'aurais bien aimé faire ça ». Mais il y a plein de films que j'aurais aimé faire, hein, des autres genres. J'aime beaucoup Nakache et Toledano. Hein. Je trouve qu'ils ont du talent. J'aime bien Danny Boone. Il y a plein de gens qui font des films qui m'amusent. Lelouch. Lelouch, pas... Même Claude Lelouch a beaucoup de talent, mais je veux dire... Gilles. L'amour ouf, voilà. Qu'est-ce que vous voudriez laisser en héritage culturel? Les gens prendront ce qu'ils voudront. Moi, je suis déjà stupéfait que mes films aient duré aussi longtemps. Et j'espère qu'ils dureront encore longtemps. Peut-être c'est bon signe, parce que finalement, les auteurs qui durent longtemps, durent en fait très longtemps. C'est-à-dire que Chaplin, des gens comme ça, des gens qui ont marqué le cinéma, c'est toujours les films populaires, et c'est pratiquement toujours des comédies d'ailleurs. En vérité, ce qui est très très fascinant, c'est que les comédies durent plus longtemps que... Ce qui n'est pas toujours vrai pour les drames, parce que par exemple, Molière existe toujours, mais il y a encore Corneille et Racine, alors qu'on se fait braire. Moi, c'est des souvenirs de cauchemar. J'ai eu le privilège d'avoir connu Gérard Philippe, parce que Gérard Philippe jouait avec ma tante, qui était une actrice du TNP qui s'appelait Françoise Pira, le Cid. Oh, j'ai vu ça, je devais avoir 7-8 ans. Je me suis fait braire, mais en dehors du fait que Gérard Philippe était merveilleux au cinéma, au théâtre, il jouait comme ça, parce qu'à l'époque, on déclamait. Bon, donc c'était absolument insupportable. Moi, on m'avait dit, tu vas voir, c'est merveilleux. Oh là là là, j'ai passé un moment de cauchemar. Mais bon, j'ai remarqué quand même que les comédies durent plus longtemps dans la mémoire que... D'ailleurs, c'est drôle parce que je parlais d'Henri Miller, mais je lisais une phrase de lui dans laquelle il dit, en vérité, les livres qui vous divertissent durent plus longtemps que les livres qui font réfléchir. et donc, je crois que c'est vrai. Parce qu'il disait, je pense qu'on lira plus longtemps Jules Verne que Tolstoï. Mais
mais je crois que c'est vrai, en fait. Comment vous expliquez que l'humour voilà, des années 80, 90, ça marche encore les visiteurs, Papy fait de la résistance, ça fait toujours des millions de vues quand ça repasse en télé ou sur des plateformes. Ça a bien vieilli, alors que les codes de l'humour ont énormément changé. Les comédies actuelles sont peut-être dans un humour un peu plus convenu, un peu plus lisse, un peu moins transgressif. Quel est votre regard par rapport à ça? Alors, je crois d'abord qu'il y a des choses qui durent longtemps parce qu'elles sont intemporelles. Quand vous parlez de la guerre, par exemple, de 40, Papy fait de la résistance, c'est un film d'époque. Les visiteurs sont un film d'époque, d'une certaine façon. Donc ça, il n'y a pas de raison que ça se démode, puisque ça reste... C'est plus compliqué, les films qui parlent de l'univers d'aujourd'hui. Ça se démode assez vite, parce que, j'allais dire, ce sont les films à la mode, en vérité. Quand les films sont à la mode, les films de Vadim étaient à la mode et ils sont devenus très démodés. Les films branchés se démodent parce que. Mais quand vous faites du spectacle traditionnel, en vérité, ça reste. Et puis, je dois dire que moi, j'ai eu une chance folle parce que on savait. Je ne crois pas qu'il serait possible aujourd'hui de faire Le Père Noël est une ordure, de trouver une télévision qui vous soutienne. Mais à l'époque, non plus. En fait, la raison pour laquelle ça se passait, c'est parce que c'était des pièces de théâtre qui avaient marché. Il y avait une validation avant. Donc, il y avait une validation avant. Sinon les gens auraient pris la panique. Ils auraient lu ça, ils auraient dit, mais jamais de la vie. Bon. C'est pareil pour Papy, qui était très transgressif. Aujourd'hui, ça paraît bizarre, mais à l'époque, on nous a refusé la pub dans certains médias parce que on disait du mal de la résistance. On n'a jamais dit du mal de la résistance. On se foutait de la gueule des films qui racontaient que, si vous voulez, les Français qui ont étaient soit collabos, soit passifs, ce qui est d'ailleurs, il n'y a pas de jugement à dire, il y avait un armistice. Donc, une fois que l'armistice est fait, les gens sont bien travaillés. Mais les héros de la guerre français, on les compte ici. Voilà. Bon. Je crois qu'il y avait 5 réseaux de résistance. Il y en avait 4500 en 1944, juste avant la fin de la guerre. Mais, bon. Donc, mais après, moi, je suis né après la guerre de 40. Donc, il y a eu plein de films, un peu comme les films qui veulent expliquer que les Français étaient des grands héros. En particulier Le Père Tranquille, dans lequel on voit un type qui paraît un type épouvantable. En fait, c'est un résistant caché. Ce film a fait un tabac parce que tout le monde s'est identifié à ça. Bon. Et il y avait plein de films. Moi, j'ai vu plein de films sur la résistance. Ça me gavait, moi, quand même des films qui sont à la limite du grotesque. Le film Le Silence de la mer, d'ailleurs un livre de Vercors, mais un film de Melville. Chef-d'œuvre que les gens trouvaient fantastique. Moi, j'ai trouvé grotesque, honnêtement. Bon, quand j'ai vu ça, c'est pour ça que j'ai tellement aimé Papy, parce que ça me faisait penser à ça. C'est-à-dire qu'on ne se moquait pas du tout de la résistance. C'était formidable que des gens soient assez résistants pour avoir le courage de se battre. J'ai beaucoup d'admiration pour ça. Mais après, toutes les fantasmes et toute la mythologie sur la France résistante me paraissait grotesque. Donc on a fait un film qui était une parodie de ça en réalité. Et je crois que c'est intemporel parce que la lâcheté c'est tout le temps, hein, ça n'arrêtera pas. On avance tout doucement vers la fin de cet entretien. Il y a un dernier aspect à ce que vous avez dit. Vous avez eu 1000 vies, vous avez fait plein de métiers, photographe, scénariste, réalisateur, chanteur, j'en oublie sans doute. Mais peut-être la chose la plus tardive, c'est la peinture. Comment c'est arrivé, ça? Alors, j'ai toujours aimé
les arts plastiques, j'ai toujours été fan de peinture. J'étais d'ailleurs photographe. J'aurais aimé être photographe, j'aurais aimé être un grand photographe. Et j'ai toujours adoré la peinture. Je suis un malade de peinture. Je passe ma vie dans les musées. Quand je pars en vacances, je vais plutôt dans les musées en vacances que sur les bords des plages où je m'emmerde. Je sais pas quoi foutre à part de bouquiner, mais Toujours que vous soyez sollicité intellectuellement, en fait. Oui, je suis certainement un intellectuel, ça c'est vrai. Et donc, voilà, je m'ennuie sur une plage. Voilà, j'aime bien bouffer au bord de la mer. C'est beau, bouffer au bord de la mer. J'aime bien baiser au bord de la mer. J'aime bien me promener en bateau, parce que ça bouge. Mais moi, faire l'os de sèche, comme les gens qui passent tout l'été sur une serviette comme ça, bon, avec 7000 serviettes à la gauche, 8000 serviettes à gauche, pour moi, c'est impossible. Bon. Donc, alors que généralement, pendant qu'ils sont sur la plage, les musées sont vides. Alors, c'est merveilleux parce qu'on est tranquille. Donc, j'ai toujours aimé ça. Et alors, j'attendais pour faire, savoir si ou pas on allait faire Les Visiteurs 3, qui n'a pas été une décision facile des décideurs. Donc, un jour c'était oui, après c'était mais peut-être, un jour c'était non, un jour c'était oui. Comment on vit un truc pareil d'être toujours dans l'incertitude, oui, Pardon non, comment on vit un truc pareil d'être toujours dans l'incertitude, oui, non, peut-être? Ça doit être horrible. Donc, c'est assez angoissant, en fait, d'attendre comme ça. Et donc, il faut tromper son angoisse. Et, bon, je veux dire, bon, on peut pas... Là, la lecture est un petit peu, j'allais dire, insuffisante, parce que quand on lit un livre, la pensée vous empêche de lire. Donc, à ce moment-là, on s'aperçoit qu'on a lu 3 pages, et on fait « Merde, qu'est-ce que j'ai lu ? J'ai rien lu, en fait. » Les yeux ont lu, mais le cerveau continue à cogiter. Donc, je voulais faire quelque chose, et comme j'avais fait une fresque, enfin, j'avais un ami qui avait fait une fresque, mon ancien batteur a peint une fresque dans ma piscine, puisque je voulais qu'on continue mon jardin dans ma piscine. Et donc, je l'avais aidé un peu à faire des fleurs. Je m'étais beaucoup amusé avec des couleurs, comme ça. C'est très amusant. Puis il faut pas se tromper, parce que je me faisais engueuler. Ah, non, mais pas là, tu fais comme ça, puis hop. Alors donc après, et puis il était parti, et je lui avais acheté, je lui avais dévalisé un magasin de tubes de couleurs. Donc je lui avais dit, tu les ramèneras chez toi, parce que c'était un très grand peintre, Olivier Legrand. Mais sauf que ça pèse un poids d'âne mort, donc il avait acheté un grand sac de marin, et puis il n'a pas pu le soulever. Il fallait une grue. Donc, il m'a laissé plein de tubes. Donc, du coup, j'ai commencé à peindre. Et d'ailleurs, parallèlement, j'avais été à la foire de Maastricht, j'avais un tableau qui me plaisait beaucoup. Et je lui ai demandé combien il coûtait. Et je trouvais son prix ridiculement élevé. Donc, j'ai dit non, c'est grotesque. Donc, j'ai dit, est-ce que je peux le prendre en photo? Alors, elle m'a dit, bien sûr. Alors, j'ai pris les photos. Et puis, j'ai dit, je vais le refaire chez moi. Voilà. Bon. Alors, donc, je suis rentré. Et donc, j'ai refait ce tableau chez moi. Voilà. Et je me suis mis... Parce que pendant que vous peignez, vous ne pouvez pas penser à votre dilemme du film qui se fait pas. Parce que ça sèche. Alors, c'est la panique. Alors, vous êtes là, vous cherchez les chiffons. Vous êtes comme un fou pour faire le truc. Donc, c'est une expérience zen, en fait. Vous êtes obligé de vivre l'instant. Voilà. Donc, c'est le principal. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Il n'y a pas mieux, honnêtement. Ça occupe l'esprit. Oui, il faut s'occuper l'esprit, il faut faire des choses. Il faut faire des choses avec ses mains, il faut faire des choses avec ses pieds. Voyez, voilà. La masturbation n'est pas suffisante, ça dure pas assez longtemps. Voilà. Donc, et même aller au restaurant, c'est bien, mais ça dure pas assez longtemps. Donc, il faut s'occuper, il faut occuper l'esprit et
Et souvent, occuper l'esprit, ça consiste à occuper... Mais d'ailleurs, je ne fais pas que ça parce que je suis très, très actif. Par exemple, j'ai une chaîne YouTube dans laquelle je fabrique des vidéos. Je fais des vidéos sur mes chansons, je fais même des vidéos sur n'importe quoi. Par exemple, je vois un truc qui me plaît. J'ai fait par exemple une vidéo avec Jacques François parce que j'ai trouvé un petit moment où il m'a ravi dans une interview on fait, et puis l'interview est insupportable, elle dure 1h30, on va pas regarder ça. Donc j'ai coupé le truc, j'ai emmené, j'ai fait ce truc sur Jacques qui a fait 350 000 vues sur ma chaîne YouTube, ça s'appelle le Martin Dune Hotel. Je m'appelais Martin Dune comme chanteur, donc ça s'appelle l'hôtel de Martin Dune, mais comme j'ai beaucoup d'amis aux États-Unis, j'ai appelé ça The Martin Dune Hotel. Il n'y a pas d'accent circonflexe sur le O comme en anglais, ça s'écrit en anglais. Et là, on peut me voir chanter, par exemple, et puis j'ai des tas de vidéos, mais même sur des conneries, hein, sur une phrase de Raphaël Nadal qui m'amuse, je la sors, tout, et puis je la mets. Ça m'amuse. Ça prend du temps à faire ça. Mais on passe une bonne journée. Le média Game Changer, multiples thématiques. Eh bien, il me reste à vous poser la dernière question qui est la même pour tout le monde, à savoir, qui vous voudriez voir à votre place dans Raconte, qui vous voudriez inviter éventuellement pour en connaître un peu plus sur sa vie, sa façon de voir les choses. Ah, alors ça c'est une question difficile pour moi parce que il faudrait que ce soit quelqu'un de vivant, parce que par exemple j'aurais adoré rencontrer Richard Feynman par exemple, parce que je me pose énormément de questions auxquelles je ne comprends rien, et j'aurais adoré parler avec Richard Feynman. On nous demande souvent des gens morts, hein. Je ne sais pas pourquoi, mais... oui, parce qu'on ne pense pas, mais en tout cas, j'adorerais rencontrer peut-être un physicien. Voilà, ça me plairait de rencontrer un physicien pour parler de... parce que j'ai une théorie. J'ai une théorie sur l'univers, et j'aimerais en parler avec lui, savoir si elle a du sens. Parce que, comme je crois beaucoup à la symétrie, nous avons deux yeux, deux mains en principe. Hein. Bon. De la nature, beaucoup de choses sont symétriques, voilà. Effectivement. Et j'ai toujours demandé s'il n'y avait pas deux univers imbriqués l'un dans l'autre, pendant qu'un se gonfle, l'autre se réduit. Et puis quand il arrive au... Pardon ? On va chez Christopher Nolan, Tenet, Interstellar, autre réalisateur. Je sais pas, composition. Oui. Je réfléchis sur ce que vous me dites. Oui, mais ça m'intriguerait parce que c'est une expérience de pensée. Mais je me disais, voilà, en fait, parce que tout le monde cherche cette soi-disant énergie noire qui fait que l'univers s'étend. Et je me dis, s'étend parce qu'il prend toute la place d'un autre qui se rétrécit. Et puis quand l'autre aura fini, il repartira dans l'autre sens, et il poussera l'autre qui sera obligé de se dégonfler, parce qu'au fur et à mesure qu'il s'étend, il se vide, donc il a moins de résistance. Voilà. Alors ça, c'est une théorie, c'est la théorie de Jean-Marie Poiré sur sur la cosmologie. Mais parce que moi, je suis prêt à faire n'importe quoi. Par exemple, je pourrais faire aussi de la cuisine, ouvrir un restaurant. Ça me plairait, par exemple. Eh bien, sur ceci, il me reste à vous remercier pour l'interview. Merci beaucoup, Jean-Marie Poiré. Merci à vous de vous être déplacé depuis les Ardennes, où il doit neiger en ce moment. Un petit peu, mais ça va. C'est beau, les Ardennes. C'est un peu rude, mais c'est assez beau. C'est un des rares endroits en Belgique où parfois il n'y a pas de maison. C'est vrai que c'est là où il y a le moins de densité de population. Merci beaucoup. Je vous en prie. Raconte.